Merci pour la musique. Merci pour ma planche. Merci pour les nouvelles. Merci d'être sain et sauf. D'être fort. Éternel. Et moderne. Merci d'être recyclable. Et de revivre. Alors bonjour, M. Charette, ça va bien? Très bien, vous? Oui, ça va très bien. On est dans ce qu'on peut dire presque vos nouveaux bureaux dans quelques temps. Il faut le mentionner. Hein? Exactement. On déménage de nos bureaux qui étaient situés sur la rue Franquet, ici, au CFL. Là. Alors, parlez-nous un peu de FP Innovation avant qu'on embarque justement dans la vidéo puis toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent, tout ça. C'est quoi FP Innovation? Bon, FP Innovation, c'est un institut de recherche à but non lucratif. On fait de la recherche sur vraiment toute la chaîne d'approvisionnement forestière, donc vraiment de la souche aller jusqu'aux produits finaux sur les tablettes. Donc on parle ici des opérations forestières, des opérations de transformation, que ce soit en sciage, pâte et papier, bioproduits. Donc vraiment toute la gamme de produits forestiers, on effectue de la recherche là, vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Puis là, il y a combien de personnes qui travaillent, puis c'est des chercheurs, c'est quoi un petit peu les corps de métier? On est environ 425 employés répartis à travers 3 bureaux au Canada, principalement à Montréal, Québec et Vancouver. Je vous dirais qu'il y a à peu près un tiers que c'est des chercheurs, un tiers que c'est des gens qui travaillent à l'administration, puis un autre tiers qui sont des gens qui font du transfert technologique. C'est intéressant. Vous avez un bureau à Vancouver, et puis aussi, est-ce que la nature est différente beaucoup entre les deux, j'imagine? Totalement. C'est un des buts aussi, là, pourquoi on a un bureau à Vancouver et un autre à Montréal. Donc, les arbres sont beaucoup plus gros, premièrement, dans l'ouest, puis aussi, on a un terrain beaucoup plus accidenté. Là. On a des pentes fortes à beaucoup d'endroits, contrairement ici dans l'est, que les arbres sont plus petits ou c'est un peu plus plat. Là. C'est une des raisons pourquoi on a 2 bureaux à chaque bout du pays. Là. Dans quelques instants, on va voir une vidéo commentée qui s'appelle Foresterie 4.0, mais j'aimerais qu'on en fasse peut-être une petite introduction en premier, parce que c'est vraiment votre base de travail. Vous essayez de trouver toutes les façons possibles et impossibles d'améliorer je dirais pas la récolte forestière, mais tout ce qui se passe en forêt. Là. Exactement. Dans le fond, Foresterie 4.0, c'est un projet d'ampleur que FP Innovation met en place, va lancer cette année. Puis le but principal, c'est vraiment d'amener les technologies de la 4e révolution industrielle dans le domaine forestier. Puis c'est vraiment pour préparer le futur. Comme on va en parler, il y a certains éléments qui sont déjà en place, mais il reste encore beaucoup d'éléments à apporter pour pouvoir dire qu'on a intégré toutes ces nouvelles technologies-là qui sont en train d'émerger dans d'autres domaines manufacturiers. Je me répète souvent dans les émissions qu'on a faites, mais effectivement, on est loin de la période du bûcheron. Là. Il y a encore des bûcherons en forêt, mais ils n'utilisent plus les mêmes moyens technologiques. Là. Eux, comme les autres, comme les machines, tout évolue assez rapidement. Puis, dans le fond, dans notre projet, on veut vraiment accélérer les développements technologiques dans le domaine forestier. Parce qu'on ne se cachera pas souvent pour ces hautes technologies-là. Le domaine forestier n'est pas tout le temps le premier auquel ils pensent. Souvent, les nouvelles technologies vont s'implanter soit dans les pharmaceutiques, dans le domaine médical ou dans le domaine manufacturier de pointe comme l'aéronautique. Puis le domaine forestier, souvent, on dit qu'on n'est peut-être pas assez sexy pour les intéresser dès le départ, mais il y a beaucoup de place pour avoir de grands potentiels au niveau de l'amélioration pour les coûts d'approvisionnement, puis de l'amélioration de la valeur qu'on peut créer avec la ressource forestière. J'aime bien un de vos slogans, justement, dans le montage. Bon bois, bonne usine. Hein? Ça résume tout, je pense. C'est un slogan, c'est pas nouveau. Ça date de plusieurs années, mais on a encore plusieurs défis pour envoyer vraiment la bonne fibre à la bonne usine pour créer le maximum de valeur avec un arbre. Puis à plusieurs points dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau du transport, pour s'assurer de minimiser les frais de transport, c'est d'envoyer exactement le bon bout de l'arbre à la bonne usine. Puis par la suite, chaque usine est spécialisée aussi. Des usines vont être plus performantes avec du petit bois, d'autres avec du gros bois. Mais c'est d'essayer de voir dans l'ensemble de tous les secteurs qu'on a récoltés, d'envoyer vraiment la bonne bille à la bonne usine pour maximiser, faire une sommation positive là, entre les coûts et les revenus qu'on peut faire en transformant cette fibre-là. Alors, on va arrêter de vous en parler. On va vous le présenter, le vidéo. C'est commenté justement par M. Charette. Et on vous revient tout de suite après. Vous allez voir, il y a peut-être des termes qu'on connaît moins. Donc, on va aller plus en détail par la suite après le petit commentaire du vidéo. Alors, on revient dans quelques instants.
FP Innovation lance cette année une initiative transformatrice pour l'industrie forestière. Dans le fond, on va amener l'industrie forestière dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Pourquoi la 4e révolution? C'est qu'il y en a eu 3 autres auparavant. Ce projet-là se nomme Foresterie 4.0. On a 4 composantes à l'intérieur de l'initiative. Donc, la première composante, l'environnement réel, l'Internet de la forêt, les systèmes avancés de production, puis l'optimisation décisionnelle. Au niveau de l'environnement réel, c'est vraiment ici qu'on donne un focus à décrire l'environnement où se passent les opérations. Donc, décrire l'inventaire forestier, tous les attributs de la fibre, les attributs de l'environnement aussi du terrain, tout ce qui se passe aussi au niveau de la machine, toute la donnée qu'on peut prendre à l'aide des capteurs à l'intérieur de la machine. Au final, on veut avoir toutes ces données-là pour être capable de prédire la productivité de l'équipement, prédire aussi le panier de produits final qu'on va retrouver sur le marché. Au niveau de l'Internet de la forêt, notre focus est vraiment à mettre en place ces infrastructures qui vont permettre l'échange de données entre chacun des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Puis non seulement juste mettre ces gens-là en connexion, mais d'être capable de faire de l'échange de données massives. Les systèmes avancés d'approvisionnement, dans le fond, c'est qu'on veut amener au standard de l'industrie 4.0 les équipements qu'on utilise en forêt, notamment en développant une nouvelle génération de capteurs qui vont nous permettre vraiment de voir l'interaction de la machine avec la forêt, dans le but, entre autres, d'automatiser les tâches répétitives et d'évoluer ultimement jusqu'à la robotisation. Il y a des technologies comme la réalité augmentée qui vont nous permettre aussi de faciliter le travail de l'opérateur de la machine. Puis ultimement aussi, tous ces capteurs-là vont nous permettre de faire de la téléopération, d'opérer la machine à distance. Au niveau du transport aussi, il reste à implanter des systèmes de transport intelligents. Donc, lorsqu'on aura accès à la position en temps réel de chacun des camions, puis des volumes de bois en bordure de route, on est capable de mettre en place ces systèmes-là pour optimiser le transport. Les camions autonomes aussi devraient faire leur apparition, entre autres, comme on voit sur la vidéo aussi, des convois de camions où on a un opérateur à l'avant et d'autres camions qui suivent en arrière. Puis tout ça va être intégré dans ce qu'on appelle l'optimisation décisionnelle, où on va intégrer toutes les données qui ont été prises en amont de la chaîne d'approvisionnement pour arriver à prendre des décisions optimisées. Dans le fond, tout le temps prendre la meilleure décision en fonction du produit final qu'on veut produire. Donc les meilleures décisions au niveau de l'approvisionnement, les meilleures décisions au niveau du transport, pour être capable de faire une production sur commande, mais dans un environnement manufacturier industriel. Au final, ce qu'on veut, c'est créer un maximum de valeur avec la fibre forestière. Donc ici, on parle des systèmes d'aide à la décision, de plateformes de simulation, d'intelligence artificielle. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vu beaucoup de concepts, beaucoup d'informations. Alors, M. Charette, on va décortiquer ça, on va venir un petit peu. Tout d'abord, au début du vidéo, vous avez vu qu'on est dans la 4e révolution, la révolution du cybersystème. Peut-être résumer les 3 premières, puis voir où on s'en va là, pour la 4e. Bon, rapidement, dans le fond, la première révolution industrielle s'est passée des années 1800. C'est l'introduction de la machine à vapeur, où on a mécanisé les processus de production. Par la suite des années 1900, l'électrification, dans le fond, a permis la production à la chaîne. Donc, M. Ford, entre autres, avec sa Ford T, a été un des premiers à manufacturer un produit à la chaîne. Puis par la suite, dans le fond, dans les années 70, on a vu l'introduction des robots sur les chaînes de produits. Donc, puis là, on est à l'aube de voir des robots qu'on appelle des robots intelligents, des systèmes cyberphysiques, où, dans le fond, toute la chaîne de production est interconnectée avec le monde réel, où on peut arriver vraiment à relier toute la chaîne d'approvisionnement à l'intérieur de l'organisme qui produit, mais également avec tous les gens qui interagissent à l'extérieur également. Est-ce qu'on est loin de ça? C'est une question qui est difficile à répondre. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle les technologies vont être intégrées dans le monde manufacturier, mais il y a plusieurs éléments qui sont déjà en place, là, ce qu'on appelle le concept d'Internet des objets.
Même dans la vie de tous les jours, on commence à voir des réfrigérateurs qui sont connectés à Internet. On peut allumer nos lumières de maison à distance. L'Internet des objets, c'est ce qui amène un peu dans le monde manufacturier à connecter toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça s'en vient. On est un peu entre deux, mais on dit qu'on est à l'aube de cette révolution industrielle-là. Donc, oui, on y est prêt, là. Justement, il y a quelques temps, on est allé faire des visites, entre autres au Cégep de Sainte-Foy. On commence déjà à s'en servir beaucoup de ce qu'on appelle la cartographie par satellite, de comment repérer son territoire par le haut, par des photos GPS, tout ça. Ça, c'est pratiquement très bien implanté. Je pense que ça, c'est vraiment le départ, puis ça va très bien, là. Oui, au niveau de la télédétection, on a fait des pas de géants là, en foresterie dans les dernières années. Donc, tout ça, souvent, c'est pour mieux décrire ce qu'on appelle l'environnement réel. Donc, d'être capable de décrire la forêt en volume, en qualité. Puis aussi, pas juste la forêt, mais aussi le terrain qui l'entoure pour être capable de mieux prédire la productivité de nos machines dans ces secteurs-là. Puis de savoir également où aller, quand y aller. Donc ça, on a avancé vite. On a entre autres la technologie LIDAR. Justement, c'était ma prochaine question, M. Charette. C'est quoi du LIDAR? Bon, le LIDAR, l'acronyme veut dire Light Detection and Ranging System. Rapidement, dans le fond, c'est un laser qu'on envoie soit à partir pour le LIDAR aérien, on envoie à partir d'un avion ou d'un drone. C'est un rayon laser qu'on envoie au sol. Puis ce rayon laser-là, dans le fond, il rebondit sur peu importe l'élément sur lequel il va arriver. Donc, s'il frappe un arbre, il rebondit puis il retourne à l'avion. Ou s'il frappe le sol, il rebondit, il retourne à l'avion. Puis en ayant cette mesure-là, nous, ça nous permet d'avoir une mesure exacte de la hauteur de l'arbre, de la hauteur du sol. Donc, un moins l'autre nous donne la hauteur totale d'un arbre. Puis, à partir de régression mathématique, on peut arriver à déterminer d'autres attributs de l'arbre, donc sa grosseur, le DHP. Souvent, les arbres les plus gros vont être les arbres les plus hauts. Donc, à partir de la hauteur, on peut arriver à savoir assez précisément la grosseur de l'arbre. DHP, c'est quoi? Diamètre, hauteur, poitrine, c'est dans le jargon forestier. Donc, c'est une manière qu'on s'est donnée pour déterminer le diamètre des arbres. Donc, c'est à 1,3 m du sol qu'on mesure un arbre. Okay. Quand c'est, dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le terrain à ce moment-là, c'est tout l'ordinateur qui fait, mais vous ne pouvez pas le faire pour toute une forêt, c'est trop compliqué. Fait que j'imagine que vous prenez des échantillons, c'est ça? Bien, en fait, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de vraiment scanner toute la forêt à l'aide d'un avion avec un senseur LIDAR qui est sous l'avion qui scanne toute la forêt. Mais par la suite, dans le fond, pour monter les modèles mathématiques qui vont nous permettre de dériver les attributs autres que la hauteur de l'arbre, bien là, il faut aller faire des échantillons sur le terrain pour aller voir un arbre qui, avec le LIDAR qu'il nous a donné, qui était 12 mètres, par exemple, bien, on va aller le mesurer si vraiment 12 mètres, puis c'est quoi son DHP, encore une fois. On va aller mesurer toutes les caractéristiques pour se servir de ces données réelles-là pour bâtir nos modèles qui vont nous permettre de générer l'inventaire forestier à grandeur du territoire. Là, on parle d'inventaire forestier. J'ai le goût de vous dire une question un petit peu nounoune, on pourrait dire, là, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va donner justement aux entreprises forestières? Est-ce que ça va leur permettre de mieux couper? Ça va leur permettre de mieux connaître leur forêt ou de mieux connaître les essences? Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Exactement. Dans le fond, la forêt, c'est pour l'industrie forestière, c'est un peu notre entrepôt de matières brutes. Donc, c'est de savoir où sont les tiges de avec telles caractéristiques qu'on a besoin pour produire les produits forestiers. Donc, en ayant de plus en plus de précision sur les volumes par essence en forêt, on peut arriver à mieux planifier, on peut arriver à mieux prédire aussi la productivité de nos équipements à l'intérieur des peuplements forestiers. Donc, toute la chaîne de valeur, on s'entend que la récolte, ça se passe au début de la chaîne d'approvisionnement. En planifiant de façon optimale dès le départ, en ayant les bons chiffres sur notre forêt, bien, ça va améliorer d'autant plus le reste du processus de transformation du bois. Là, j'ai le goût de vous demander une autre question qui n'est peut-être pas rapport avec le montage, mais après ça, vous transmettez ces informations-là, j'imagine, aux compagnies forestières. Est-ce que vous avez un système justement pour leur donner, parce que j'imagine que vous trouvez des choses, des affaires intéressantes qui peuvent les aider dans leur progression d'entreprise. Est-ce que justement, il y a une façon de fournir l'information? À ce niveau-là, pour ce qui est de l'inventaire forestier au Canada, étant donné que la plupart des forêts sont des forêts publiques, donc qui appartiennent à la population, qui appartiennent à vous et moi, l'inventaire forestier est géré par les provinces, chacune des provinces canadiennes. Puis eux ont un système, dans le fond, pour transformer toutes les données d'inventaire forestier, puis la transmettre aux industriels forestiers qui ont des permis pour exploiter sur le territoire.
Puis, mais tu sais, il y a plusieurs types d'inventaires forestiers. Là. On n'embarquera pas trop dans les détails, mais tu sais, il y a un inventaire de base qui donne, avec certains degrés de précision, les volumes à récolter. Mais lorsqu'on parle des produits qu'on essaie de mettre en place dans la 4e révolution industrielle, c'est d'aller un cran plus loin. Parce que présentement, l'inventaire forestier, on l'a à l'échelle d'un peuplement. Un peuplement forestier, c'est une superficie qui est uniforme, là, qui varie là, de quelques hectares, aller jusqu'à, je me rappelle plus exactement de la limite, mais environ 4 hectares d'arbres qui se ressemblent. Mais nous, où on veut aller, c'est vraiment un inventaire forestier à l'échelle de l'arbre. Donc, pour chaque arbre, on aurait ses caractéristiques réelles pour arriver vraiment à faire de la simulation, de la planification beaucoup plus pointue que ce qu'on peut faire en ayant un inventaire à l'échelle du peuplement. Là. C'est assez spécial. Justement, parlant d'affaires spéciales, on va aller faire un petit tour dans les systèmes avancés. Je pense que c'est ça que les gens ils veulent. On a vu entre autres des affaires automatisées, on a entre autres des camions autonomes, la réalité augmentée, on a vu plein de termes. Alors, on va essayer d'y aller. C'est sûr qu'en partant, on parle de capteurs multiples. Comme on parlait tantôt avant d'aller en onde, ça peut être une GoPro, ça peut être des GPS, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qu'on fait, c'est que sur le terrain, on met de plus en plus d'outils pour justement faire de la captation d'informations. Exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'amener au standard de ce qu'on appelle du 4.0 les équipements forestiers. Puis pour faire ça, dans le fond, on essaie d'embarquer de plus en plus de capteurs sur les machines forestières pour mieux comprendre, dans le fond, l'interaction de la machine avec la forêt, pour éventuellement, dans une première étape, d'automatiser des tâches répétitives. Pour certaines machines, il y a des tâches qui sont très répétitives, qui demandent à l'opérateur, dans le fond, une attention, mais qui n'amènent pas beaucoup de valeur au processus. Donc ça, c'est une première étape, l'automatisation. Puis, une fois qu'on aura tous ces capteurs-là, peut-être qu'on pourra aussi faire de la téléopération, dans le fond, d'opérer la machine, mais à distance. Parce que, vous savez, c'est pas, on n'a pas un gros bassin de jeunes entrepreneurs ou de jeunes qui s'intéressent à aller opérer des machines lorsqu'il faut qu'ils partent à la semaine, aller dans les régions éloignées. Il y a des gens qui aiment ça encore. Là. Il y en a encore un peu, mais la plupart des gens veulent quand même rester en ville ou avoir être capable de retourner chez eux tous les soirs. Donc, de pouvoir offrir de la téléopération permettrait peut-être justement d'attirer encore plus les jeunes de la nouvelle génération à venir travailler en foresterie. Donc ça, c'est un peu la deuxième étape après l'automatisation qui pourrait être la téléopération. Si on a les capteurs, les senseurs pour être capable d'opérer notre machine à distance. Puis ultimement, dans le fond, ça va être d'avoir des machines autonomes. Donc, puis comme étape intermédiaire, avant d'avoir une machine autonome, on va devoir être capable de faire ce qu'on appelle de la vision machine, ou le terme anglophone, machine vision, qui nous permet de cartographier l'environnement proche de la machine pour savoir où sont les roches, où sont les arbres, tous les obstacles qui sont autour de la machine pour que l'ordinateur soit capable de gérer l'information de la même manière que les automobiles autonomes qu'on peut voir, le Google Car, qui analyse l'image, peut repérer une affiche de stop ou les lignes blanches, les lignes jaunes sur le sol. C'est un peu le même principe qu'on appliquerait à une machine forestière pour être capable de cartographier son environnement et savoir où sont les arbres à récolter, quel obstacle qu'il y a à contourner, suivre un plan de déplacement dans la forêt. Là. Donc, il y a plusieurs étapes subséquentes avant de se rendre à une machine autonome. Puis là, on ne parle pas d'un horizon de 5-6 ans. On ne peut pas vous dire exactement quand ça va arriver, mais les machines autonomes, la forêt est probablement un des environnements les plus complexes pour mettre un robot. Justement parce que c'est un environnement qui est qui a des conditions extrêmes. Il y a de la pluie, il y a de la neige, des températures extrêmes. C'est pas un sol plat, à part peut-être dans des plantations, mais c'est un sol qui peut être qu'on peut avoir des pentes fortes, des gros boulders, des grosses roches. Donc c'est un défi technologique de mettre un robot en forêt, mais c'est quand même un but qu'on veut essayer d'atteindre là, à long terme. Là, présentement, est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que c'est des équipements qui sont déjà créés, mais que là, ils sont en test? Ou Non, je vous dirais que c'est encore assez au balbutiement. Là, lorsqu'on parle de robotique en foresterie, souvent, c'est des plateformes sur roues qu'on essaie de faire circuler en forêt, puis il y a beaucoup de limitations. Là, on ne les envoie pas sur les terrains les plus extrêmes au départ. Là, on les envoie juste sur des terrains plats, puis... donc, ça débute, mais ultimement, dans le fond, ça va être d'avoir des plateformes de recherche semblables aux équipements qu'on utilise en forêt, avec des chenilles ou des pneus de plus forte dimension qui nous permettent d'évoluer à travers la forêt. Là.
Tantôt, on parlait justement des machineries qui pourraient être autonomes, qui pourraient même être dirigées par quelqu'un qui est dans un autre local. Mais on a vu aussi vers la fin du montage des capteurs routiers puis des camions autonomes, là. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on sort la matière aussi du bois avec, dans le fond, juste un camion, pas de conducteur, là. Oui, puis dans le fond, au niveau des camions autonomes, ça va peut-être venir plus vite que des abatteuses autonomes parce que le contexte routier est peut-être moins complexe qu'une forêt. Puis il y a beaucoup d'avancées dans le monde que je pourrais appeler transport civil, là. Il y a déjà des camions autonomes sur certains bouts d'autoroute en Europe et aux États-Unis. Donc la technologie est là, c'est plus au niveau de la réglementation, là, au niveau des divers gouvernements qu'on va devoir adapter là, à ces technologies-là. Entre-temps, avant d'avoir des camions autonomes, il y a peut-être les camions en convoi, comme on voit dans la vidéo, où il y a un conducteur dans le premier camion, mais il y a d'autres camions qui suivent à distance, en arrière, qui pourraient suivre, dans le fond, le premier, puis s'adapter à la vitesse du premier, puis de cette façon-là, dans le fond, de maximiser un peu le volume de bois qu'on peut sortir avec un camion, mais aussi de profiter de l'aspiration du premier camion pour sauver sur l'essence. Dans le fond, le but, tout le temps, c'est d'essayer de réduire les coûts d'approvisionnement, puis de maximiser la valeur des produits qu'on peut amener. Mais la robotique au niveau des camions, on va la chercher là. Les coûts d'approvisionnement pour les produits forestiers, c'est une grosse part, dans le fond, du coût final de transformation. Donc, tous les gains qu'on peut aller faire à ce niveau-là vont permettre d'être plus compétitifs là, au niveau international, là. Alors, c'est Retour vers le futur aujourd'hui qu'on fait. C'est vraiment spécial d'avoir tout ce qui se passe au niveau forêt. Oui. Oui, ben, je voulais juste parler aussi un des autres éléments là, qui est dans les systèmes avancés d'approvisionnement, qui est super intéressant, qui s'appelle la réalité augmentée. Dans le fond, avant qu'on ait des robots autonomes, on a encore pour un bon bout de temps à avoir des gens qui vont opérer les machines. Puis la réalité augmentée, ce qui est le fun, c'est que dans le fond, c'est des lunettes, là. Il y a divers producteurs de ces lunettes-là, mais entre autres, les Microsoft HoloLens que nous, on connaît un peu plus, qui sont des lunettes où on voit notre environnement, mais on additionne de l'information. Par exemple, un des petits projets qu'on a en place, c'est d'ajouter la grosseur de l'arbre, le DHP. Quand on regarde un arbre, on le voit qui s'affiche sur l'arbre. Comme ça, l'opérateur, il n'a pas à se demander. Des fois, il y a des décisions à prendre en fonction de la grosseur de l'arbre. Ben là, il n'a pas besoin d'estimer la grosseur de l'arbre. Il sait exactement la grosseur de cet arbre-là. On pourrait ajouter l'essence, toute l'information que l'opérateur il a à avoir pour prendre une bonne décision. Dans le fond, ça, c'est des assistances à l'opération qui vont lui permettre de réduire un peu la charge mentale d'opérer la machine, puis de focusser vraiment sur les parties de son travail qui sont plus critiques, là, de choisir exactement le bon endroit à passer avec sa machine, ainsi de suite, là. J'aimerais qu'on termine avec l'optimisation décisionnelle parce qu'on s'en va vers ça, dans le fond, puisque tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaie d'imaginer, c'est pour optimiser ce qui va se prendre au niveau dans le fond, ce qui va se faire au niveau de l'entreprise à l'autre bout, là. Oui, dans le fond, l'optimisation décisionnelle, c'est un peu l'intégrateur de tout ce qui se passe avant dans le projet des trois autres parties. Ici, on utilise toute la donnée qui a été récoltée, puis on vient optimiser les décisions le long de la chaîne d'approvisionnement, mais de façon en temps réel, là. Donc, à mesure que les opérations de récolte avancent, par exemple, s'il y a des décisions à se prendre, ben, le système prévoit qu'on n'atteindra pas nos objectifs, mais on réagit tout de suite, puis on envoie une action corrective à prendre sur le terrain. Dans le fond, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis aussi, tout le concept qu'on appelle le concept de jumeaux numériques, encore une fois du terme anglophone Digital Twin, qui est grâce au capteur, c'est de créer un environnement virtuel où tu as ta forêt virtuelle, tu as ta machine virtuelle, mais qui est connectée à la vraie machine, à la vraie forêt. Donc, on peut être capable de suivre nos opérations dans un environnement virtuel en temps réel, mais aussi si on veut faire des simulations, par exemple, il y a bien des manières de faire la récolte dans un bloc. Ben, on pourrait simuler 1000 façons de la faire. Dans ces 1000 façons-là, c'est laquelle qui amène la meilleure productivité. Donc, en ayant ces plateformes-là virtuelles, ça nous amène à générer plusieurs scénarios, puis toujours prendre le scénario optimal pour, encore une fois, réduire les coûts d'approvisionnement, être plus productif, puis amener exactement les bons produits qu'on a besoin en bordure de route, puis ultimement à l'usine. L'ordinateur va te faire des projections 5 ans, 10 ans, 15 ans pour voir comment ça va se régénérer, c'est ça? L'ordinateur, il va faire ce qu'on va lui demander de faire, mais c'est exactement ça le principe. C'est d'utiliser la simulation pour optimiser les processus réels, puis de réagir, dans le fond, à chaque fois qu'on voit qu'on ne respecte pas le plan, parce que dans la vie, des fois, on ne respecte pas tout le temps les plans, surtout en forêt.
On est un peu à la merci des éléments, que ce soit des événements climatiques extrêmes ou autres. Des fois, il faut changer le plan. Bon, mais quand on le change, il faut être capable de savoir c'est quoi le prochain plan optimal. Bien, dans le fond, la simulation va nous permettre d'avoir une réponse rapide sur le prochain plan optimal pour faire la récolte, le transport et la transformation en usine. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Puis j'ai le goût de finir par justement une de vos dernières phrases du montage. Le monde change, la foresterie se transforme. Je pense que ça résume tout dans le fond. Et dans le fond, vous êtes là pour la transformer, pour que ça aille pour le mieux. Exactement. Puis on est surtout là pour accélérer cette transformation-là parce qu'on pense que ça va arriver de toute façon. Mais en foresterie, c'est un marché mondial. Hein. Si le Canada veut rester un des premiers joueurs comme qu'on est présentement, il faut prendre le train comme les autres. Hein. Donc, il faut s'assurer que ça aille vite, que ces technologies-là, puis on les intègre à la foresterie, puis qu'on intègre les bonnes technologies, puis qu'on les adapte de la bonne façon pour générer le maximum de revenus à partir de la forêt. Hein. Est-ce que, juste une question qui me vient, vous parlez du Canada, est-ce que les autres pays, justement, viennent nous compétitionner? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, bien, justement, le concept d'industrie 4.0, ça vient de l'Allemagne. Donc oui, les pays européens, surtout les pays scandinaves, je vous dirais, sont en avance sur nous présentement là-dessus. Puis, ce qu'ils ont de différent de nous, puis on n'a peut-être pas parlé durant l'entrevue, mais en Europe, tu as une couverture cellulaire presque mur à mur. Donc, c'est facile d'échanger de la donnée. Au Canada, on n'a pas ça. Au Canada, il y a seulement 46%, excusez-moi, des forêts qui ont une couverture cellulaire. Donc, ça veut dire qu'il y en a 54% qui n'ont pas de couverture cellulaire. On peut échanger de la donnée via satellite, mais c'est très coûteux, puis le volume de données est quand même limité. Donc, lorsqu'on parle de faire du big data ou d'échanges de données massives, on n'a pas une structure pour le faire présentement. Puis c'est un élément aussi qu'on voit dans la vidéo, puis c'est un élément où on veut travailler, nous, FP Innovation, amener des structures qui vont permettre l'échange de données à l'échelle, en foresterie, à la grandeur du pays. Là. Pour augmenter justement, dans le fond, la couverture que vous pouvez faire de la forêt. Exactement. Ce qui est différent aussi du secteur forestier, des secteurs miniers, par exemple, c'est qu'on se promène toujours. Hein. On récolte un secteur, un mois après, on va dans un autre secteur, on se promène beaucoup. Donc, c'est dur d'avoir des infrastructures qui sont fixes. Il faut des infrastructures de communication qui sont mobiles, puis qui sont dans une échelle de prix qui permettent d'être économiquement viables aussi. Donc, c'est un grand défi. C'est d'ailleurs un des éléments critiques de notre initiative. C'est là qu'on met le plus d'efforts au départ.